L'année dernière, j'ai fêté mes 40 ans de dégustation. Donc ça faisait 40 ans que j'organisais des dégustations. J'ai commencé à la MJC d'Auxerre, MJC Saint-Pierre, d'où le nom de la société en Suède. Donc l'année dernière, on était sur à la fois les blancs, les grands crus blancs et les grands crus rouges de Bourgogne. Et puis donc pour changer un petit peu cette année, donc je me suis dit tiens, surtout que moi j'en goûte jamais, des premiers grands crus classés de Bordeaux. Donc on va faire un match Bourgogne, grand cru de la Côte de Nuit et Bordeaux. Voilà. Et merci donc de toutes vos contributions. Hein, voilà. On va déguster à l'aveugle. On ne vit qu'une fois. C'est un adage très courant. C'est ce que je me suis dit lorsque Martial m'a proposé de venir et a insisté pour que je vienne à cette superbe soirée. Alors au départ, je n'avais pas prévu d'y aller. Cette soirée qui est un match entre les grands crus de Bourgogne et les grands crus de Bordeaux, c'était une soirée dont la date ne me convenait pas forcément. Il fallait que je fasse un déplacement un peu particulier, mais on ne vit qu'une fois. Et on ne vit qu'une fois, et puis je me suis dit pourquoi pas, mais en fait je me suis dit pourquoi pas un peu sur un coup de tête, à vrai dire, parce que je suis allé à Dijon récupérer une bouteille d'un grand cru de Bourgogne que j'avais acquis dans une vente aux enchères, dans une maison qui est basée à Dijon. Donc je suis allé récupérer cette bouteille, qui est un Claude Vougeot 1990 de Hervé Roumier, domaine dont il m'arrive de parler assez souvent ici même, surtout récemment, où j'ai dégusté d'ailleurs un Claude Vougeot 1989, et puis en 2005, c'était un Chambol, et en premier cru, les Fuets. Mais en revenant, je suis passé chez mon ami Martial, au Nez de Saint-Pierre, avec la bouteille, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, et si je lui communiquais cette bouteille-là, pour revenir 3 semaines plus tard, participer à cette dégustation. Alors, c'est quoi cette dégustation? Ce n'est pas une dégustation classique, qui est à thème en général, et qui est ouverte, je dirais, à tous les participants qui sont informés, bien entendu, soit par Instagram, soit par liste de diffusion du Nez de Saint-Pierre. Là, il s'agit d'une réunion qui a démarré il y a 2 ans à l'occasion des 30 ans du Nez de Saint-Pierre. Et ce fut l'occasion d'une très grande dégustation à laquelle je n'ai pas participé. Et comme je dis, on ne vit qu'une fois, j'ai loupé cette immense dégustation où il y avait d'énormes flacons, dont un dont on continue à me rabâcher en permanence, que je ne sais pas si un jour je pourrais le goûter, qui est le bâtard montrachet du domaine de la Romanée-Conti. Oui, il existe un bâtard montrachet du domaine de la Romanée-Conti qu'on ne trouve pas en commerce, qui est hors commerce, et qui est destiné essentiellement à certains clients et surtout à la restauration. Donc, je n'ai pas pu participer à ce moment, paraît-il, magique, où cette bouteille-là a surplombé le lot de cette dégustation il y a 2 ans. Donc, c'était en 2024. Mais en 2025, il y a eu les 40 ans des premières dégustations organisées par le Nez de Saint-Pierre. À l'époque, ce n'était pas à Dijon, c'était à Auxerre, en tout cas pas forcément à Auxerre, mais c'était dans le nord de la Bourgogne. Et cette fois-ci, j'ai voulu y participer, et c'était une dégustation assez exceptionnelle que j'ai eu le plaisir de relater ici. Je vous laisserai le lien en commentaire. Et il y a eu d'énormes vins, vraiment d'énormes vins, et un des vins qui m'avait le plus impressionné, c'était un Claude Vougeot du domaine René Angèle, donc fait par Philippe Angèle. Bien, alors cette soirée, c'est, on va dire, on va l'appeler le 32e anniversaire, puisqu'elle est devenue un rituel. Chaque premier vendredi soir de juillet, dorénavant, il y aura une dégustation, une sorte de pollet, sur une thématique qui est définie par le Nez de Saint-Pierre, et chacun apporte sa bouteille, et Martial complète avec ses propres bouteilles.
Bien, cette fois-ci, j'ai envie de l'appeler le jugement de Dijon, en référence au jugement de Paris, qui réunissait une crème de dégustateurs et de vignerons autour d'un caviste anglais établi à Paris qui s'appelait Stephen Spurrier, et au cours duquel ont été confrontés des vins de l'Ancien Monde avec des vins du Nouveau Monde, pas n'importe lesquels, des premiers grands crus classés face à des crus de la Napa Valley. Et ce jugement est devenu célèbre parce que l'Amérique a battu la France en rouge et en blanc. Donc là, c'était un autre type de jugement. On est en Bourgogne et c'est un match entre les grands crus de Bourgogne, donc uniquement des grands crus, pas de premiers crus, et des grands crus classés de Bordeaux. Pour l'essentiel des premiers grands crus, on verra qu'il n'y a pas que des premiers grands crus. Bien, alors moi, avec ma contribution, nous étions 12 dégustateurs plus Martial, 13 à table, et chacun avait apporté entre 1 et 2 bouteilles. Et le principe, c'était de déguster les 17 bouteilles de rouge, mélangées Bordeaux-Bourgogne, dans un sens plutôt logique, qui est du vin le plus nouveau au vin le plus vieux. Tous les ordres se défendent. Ça, c'était une logique, pourquoi pas. Et donc, nous avons commencé par le vin le plus jeune, pour finir par le vin le plus ancien. Bien, alors, 17 vins, extrêmement passionnants comme dégustation. Je vais commencer à vous faire part de mes observations sur ce que j'ai vécu d'abord de cette soirée, d'un niveau assez exceptionnel, mais aussi très contrasté, c'est-à-dire qu'il nous est arrivé de boire des flacons absolument fantastiques et d'être déçus par des très 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 grandes étiquettes. Ça arrive, c'est la vie, et je pense qu'il ne faut pas chercher une conclusion à la logique, parce que vous allez voir, il semblerait qu'il pourrait y avoir une logique, mais non, je n'y crois pas un instant. En tout cas, commençons par le début. Premier vin, dégusté complètement à l'aveugle, qui était très intéressant, avec des arômes de fraises très intenses, une attaque pleine de vigueur, une légère amertume, un peu ancre, pleine matière, jeune quand même. Grande vigueur, grande intensité. Moi, je pense qu'on l'a dégusté un peu trop jeune. Alors, cette bouteille, c'est probablement la bouteille la plus rare en tout cas d'un très grand domaine, le domaine de la Romanée-Conti, que j'ai jamais dégusté de ma vie. C'est en fait une cuvée qui s'appelle Clair de Lys, qui est une cuvée qu'on ne trouve pas dans le commerce, qui en fait est un assemblage des lits des barriques de fermentation, qui ont les 7 grands crus le domaine de la Romanée-Conti, donc les 6 grands crus de la Côte de Nuit, jusqu'à la Romanée-Conti, en commençant par les Échezeaux, plus le Courton. Tout cela est assemblé, vinifié, élevé en barrique et ensuite mis en bouteille. Et les bouteilles ne sont pas étiquetées et sont communiquées au personnel. En tout cas, il faut avoir un pied dans le domaine pour avoir l'opportunité de saisir un de ces flacons. Donc là, c'était en 2023. Le vin, pour moi, était trop jeune, mais déjà très prometteur. Ensuite, nous sommes passés sur quelque chose qui était vraiment plus typique, plus classique de la Bourgogne. Un vin qui était extrêmement bien équilibré, belle acidité, matière soyeuse. Alors, chacun met des notes et à la fin, Martial fait une synthèse de toutes les notations. Là, j'ai mis un 18, donc il y a peu de vin au-dessus de 18. Là, ça en fait partie. Et il s'agissait en fait du domaine du Fourbasso, qui est le Mercuré premier cru Clos des Fourneaux, dans le millésime 2022. Extraordinaire bouteille, évidemment, pas un grand cru, mais déjà pouvant rivaliser avec des très grandes bouteilles. Ensuite, nous sommes passés à ce qui pouvait sembler évidemment un Bordeaux au vu de la couleur, un nez très fin, chocolaté, cassis. Je dirais même si je ne savais pas qu'il n'y avait que des Bordeaux et des Bourgognes, je serais presque allé à un moment donné au niveau du nez sur la Syrah. En bouche, c'était beaucoup plus caractérisé bordelais, et avec des tanins fondus, une attaque puissante, concentrée, cassis, une légère amertume. Je l'ai très bien noté, c'est la Mariotte, c'est un petit cru d'un hectare qui se trouve dans Saint-Émilion, en bordure d'un parc, et c'est un vin assez confidentiel. Un hectare en Saint-Émilion, c'est évidemment très rare. Ensuite, nous sommes passés sur une autre définition de la Bourgogne, une autre déclinaison de la Bourgogne. Là, j'ai retrouvé les arômes que j'aime bien. Là, je commençais à voyager en Bourgogne. Fruits, humides, champignons, alors plutôt évolués. Terre, longueur assez moyenne, mais beaucoup d'émotions dans ce vin. Je l'ai très bien noté. Et c'était en 2013 du Clos Saint-Denis, du domaine Févelé. Alors, le domaine Févelé n'est pas forcément le domaine dont on parle le plus quand on parle des grandes signatures. Et pourtant, là, on est sur un grand cru qui mérite bien sa place. Ensuite, nous sommes passés sur un autre Bourgogne,
que j'ai trouvé avec un nez discret, une attaque plutôt brillante, des tanins un peu trop présents à mon goût. On était sur un autre 2013, là on était carrément sur un grand cru monopole qui juste la tâche et la Romanée Conti. C'est la fameuse grande rue du domaine La Marche. Personnellement, je le trouve en deçà de ce que je pouvais attendre d'un grand cru. Ensuite, alors là, premier grand coup de cœur de la soirée, et pour cause, je ne le savais pas. On est sur l'arôme de rose fanée, une grande élégance, une grande finesse, framboise, soyeux, les amoureuses de Grosfier en 2012. Et là, mes amis, une bouteille absolument fabuleuse. Pour moi, une des plus grandes expressions de Bourgogne que je peux imaginer, un vrai rêve d'amateur bourguignon. Ensuite, nous sommes passés sur quelque chose qui était plus bordelais, très clairement, parce que la couleur était évoluée, mais carrément opaque. Et là, on était sur un nez d'évolution, quand même, côté sanguin, qui me rappelait un peu Vega Sicilia. Moi, j'ai bien aimé. Je pense que la plupart des convives ont eu du mal avec ce vin. Il y avait une belle matière, ça c'est indéniable. Côté un tout petit peu trop mûr, pas du tout poivron qu'on peut retrouver sur la verdeur de certains vins de Bordelais. Là, on était sur un château, attention, château Canon, sur le millésime 2005. Là, personnellement, moi je l'ai bien aimé. Autour de moi, il a moins fait l'unanimité. Ensuite, nous sommes passés sur un autre dont la robe était extrêmement profonde, je dirais presque noire, nez évolué de cacao, avec des flots de tanin, une belle concentration, côté même nougat, j'ai trouvé. Et là, c'était un tertre Rotebeuf 2005. Belle expression, un peu en deçà de ce que moi, je me serais attendu, parce que j'adore les vins de Midjaville, en particulier Roque de Cambre, mais aussi tertre Rotebeuf, qui est une expression encore plus forte concentration qu'Roque de Cambre. Là, pas de doute, il y avait la concentration, mais il manquait un tout petit peu de fondu dans ce vin pour en faire un très grand vin. Néanmoins, c'était un beau vin. Ensuite, nous sommes passés sur une grande curiosité, retour en Bourgogne. C'est une robe encore évoluée, avec au nez de la mélasse de raisin, du gras, assez étonnant sur un rouge, de la rose fanée, et en bouche de l'eau de rose, fruits, café, épices orientales, énorme ce vin, je l'ai très bien noté. C'est un Latricière Chambertin du domaine Rossignol-Trappé, apporté par quelqu'un qui a fait faire élever ce vin pendant 18 mois, donc 144 bouteilles au large de Ouessant, donc domaine Rossignol-Trappé, en millésime 2003, qui est un millésime quand même très caniculaire, très chaud, très souvent qui donne parfois des bourgognes presque de Syrah, alors qu'on est sur le Pinot Noir. Mais là, c'était pas vraiment cette expression-là, c'était plutôt, il y avait une grande fraîcheur, et ça aurait été intéressant un jour de pouvoir déguster ces deux expressions d'une même bouteille on va dire, en vieillissement normal, et puis un vieillissement sous l'eau, hein, en eau profonde. Ensuite, autre grandissime coup de cœur, un vin que j'ai déjà eu l'occasion de goûter 2 fois, qui à chaque fois m'a fait dire que les Bourgognes sont capables de produire les plus grands vins du monde. Et là, c'était un Claude Laroche 2002 du domaine Hubert Ligné. C'est le dernier millésime achevé de feu Romain Ligné, qui est décédé en 2004, en juillet 2004, d'une maladie, d'un cancer. Et ces vins sont absolument exceptionnels. On peut encore goûter un peu du Romain Ligné en 2003. 2004, c'était encore, le raisin n'était pas encore vendangé quand il nous a quittés. Et là, une énorme concentration, beaucoup de fruits, une grande longueur, et curieusement, au nez, des arômes, des senteurs de café, assez étonnant pour un Bourgogne. Ensuite, là, nous allons passer un petit moment de désillusion, de déception, de surprise, pas forcément très bonne, agrémentée de... Alors, c'est une feuille, je dirais, c'est la feuille la plus décevante de cette dégustation. Ce sont les 5 vins du 11 au 15 qui se sont suivis, où nous avons eu en fait 4 Bordeaux et un Bourgogne. Et je vais commencer par le 11e, un peu court en bouche. J'avais mis plutôt puissant au nez, un nez de café à nouveau, sombre mais translucide. Et là, j'étais surpris d'apprendre que c'était un Haut-Brion 2001. Alors je ne sais pas si c'est l'année, je ne sais pas si c'est la bouteille, mais j'ai trouvé qu'il manquait de matière.
Ensuite, nous sommes passés sur un autre 2001, mais version bourguignonne. Et là, robe évoluée, un nez peu intense, un peu d'acidité, manque de matière, une belle maturité, des fruits un peu mélasses, mais pas brillants, pas envoûtants en tout cas. Ensuite, curieux, un vin au reflet orangé, j'ai trouvé un nez poivré, légèrement sur la betterave. Ça ne m'arrive pas souvent d'avoir cet arôme-là, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Une belle attaque, saline, de la structure, mais court en bouche. Mais le vin qui tombe. Et là, accrochez-vous, c'était un Pétrus 1996. Décevant, par rapport évidemment à l'étiquette. Hein, on vous aurait dit un bon cru bourgeois ou un 5e cru classé Médoc. Vous aurez dit, ok, là, non. Pas au niveau, en tout cas, des attentes d'une étiquette. Suivi derrière par un autre Bordeaux d'une année plus ancien. Là, évolué pourpre. J'ai adoré le côté cèdre au nez, poivré, assez gourmand, pas exceptionnel. Un bon cru de Bordeaux, comme il nous arrive d'en goûter de temps en temps, sauf que là, c'était un cheval blanc. Haute grande signature du Bordelais. Et ensuite, un vin, je dirais, plutôt, allez, disons plutôt léger, plutôt acide, côté un peu poivron, vraiment peu intéressant. Et là, c'était un Château Latour sur l'année 1992. Alors, j'ai eu l'occasion, pour la petite histoire, de déguster un Château Latour 1992 il y a 30 ans. C'était lors d'une séance que j'avais organisée chez moi de mon club de dégustation dont je viens de fêter les 40 ans. Vous trouverez une vidéo sur le récit de cet anniversaire. Eh bien, Latour était plutôt pas mal sorti pour une année quand même, considérée comme étant, je pense, la plus mauvaise année des années 90 et probablement une des plus mauvaises années Bordeaux dans les 30-40 dernières années. Ce Latour 92 n'a pas failli à sa réputation, mais j'ai trouvé néanmoins, pour lui donner un peu d'excuse, que le souvenir que j'en avais n'était pas transcendant, mais 30 ans après, il y avait encore du vin. Ça aurait pu être moins bien, c'est-à-dire on aurait pu avoir très peu de matière. Il y en avait, mais il y avait quand même une acidité qui s'était installée, et ce n'est pas la belle acidité qu'on attend d'un vin qui va encore grandir, donc un vin qui a passé largement son apogée. Ensuite sont arrivés les 2 derniers vins. Alors ça, c'était un grand moment de la soirée. Pas forcément parce qu'on s'attendait à ce que les 2 derniers vins soient les meilleurs, mais c'est juste comme ça que ça s'est passé. Et c'était les 2 vins les plus vieux de toute la série. Et comme le mien datait de 1990, je me suis dit, ça va être sûrement le dernier. Donc l'avant-dernier, j'ai commencé à le goûter. Et là, c'est un coup de foudre absolument énorme. Beaucoup de fruité déjà au nez, alors que c'est un vin qui, j'imagine, qui devait avoir 30 ans peut-être. Un côté presque même un peu torréfié déjà au nez, mais beaucoup de fruits, et ensuite de la rondeur, de la poésie, de la souplesse, un voyage enchanteur, un vin qui vous emmène vers des contrées assez inimaginables. Ce vin est encore d'une jeunesse et d'une vigueur assez surprenante. Pour ce que j'imagine, ce vin-là, puisqu'on passait après un Latour 92, alors, soit il a le même âge, soit il est un peu plus jeune, soit il est un peu plus vieux. Donc, on parle bien d'un vin de 30 ans, mais quel contraste avec les derniers vins que nous avions dégustés. C'était absolument superbe. Et là, j'ai été très agréablement surpris. Non pas parce que c'est moi qui l'ai apporté, mais je ne m'attendais peut-être pas autant de fraîcheur et de beauté encore extrêmement vivante sur ce Claude Vougeot du domaine Hervé Roumier. Un autre vigneron qui nous a quittés aussi en juillet 2004, comme Romain Ligné, dont on avait goûté le Claude Laroche. Donc là, évidemment, c'est un millésime beaucoup plus ancien. Sur un terroir qui est Claude Vougeot, le vin était absolument sublime. Et on s'est dit qu'on ne va peut-être pas pouvoir monter plus haut. Eh bien, non, c'est faux. On a réussi à monter. Je ne sais pas si dire que c'était meilleur, mais c'était en tout cas du même niveau. Un autre vin qui, alors, j'ai pas pris de notes, c'était en fin de dégustation, et j'étais un petit peu plus paresseux, et je voulais surtout réellement profiter de ces vins, de ces derniers vins rouges qu'on dégustait tout seul, comme ça, sans nourriture, sans rien, donc vraiment accru. Et là, c'était une autre très belle bouteille. Elle était plus jeune, donc il y a eu l'ordre qui a été inversé. Et là, il s'agissait du domaine d'Amois, un Chapelle-Chambertin 1995, absolument magnifique. Donc là-dessus, alors je précise quand même
déguster 17 vins, vous devez vous dire, oula, comment ont-ils fait pour arriver au 17e? Eh bien, tout était prévu, puisqu'il y avait des crachoirs. Donc moi, pour l'essentiel, ça peut vous paraître parfois un peu délirant à certains, je le dis, de cracher les grands crus, mais de toute façon, sur une dégustation comme celle-là, comme je le dis souvent, n'importe quelle bouteille peut faire l'objet d'un moment unique, et finalement, vous prenez une de ces quelques bouteilles qui nous ont enchantés et vous faites un repas autour de ça. Évidemment, dans ce cas-là, vous n'allez pas cracher. Mais quand vous avez 17 vins, même de très très haut niveau, même des vins qui peuvent être extrêmement onéreux, pour dire que on est en train de jeter du vin, non, c'est pas vrai, on est en train vraiment de déguster, parce qu'en plus, avec la rétro-olfaction, on a exactement, je dirais même plus, parce que la rétro-olfaction vous amène plus d'arômes au nez et vous permet d'avoir toute l'expérience dans le palais, y compris aussi avec la longueur en bouche. Donc, c'est aussi une manière, alors bien évidemment, on ne crache pas tout. Moi, très souvent, le fond du verre, quand même, je le dégustais, mais pour arriver au bout, et je dis au bout parce que ce n'était pas fini. Après les 17 rouges, nous avons attaqué les blancs, et il y avait quelques blancs. Donc, il y avait 2 Cortons Charlemagne, 2 domaines que je ne connais pas, et donc c'était pour moi une découverte, mais je dois dire que ce n'était pas des bouteilles qui m'ont laissé un souvenir impérissable, ni l'une ni l'autre, ça arrive. C'était plutôt des bouteilles assez anciennes, mais je les ai trouvées plutôt légèrement oxydées. Donc c'était un tout petit peu décevant. Donc les 2 domaines, il y avait un domaine Chapuis, dont j'ai dégusté les vins pour la première fois, qui était de 2009, et un autre Corton Charlemagne, je crois aussi un peu plus vieux, qui était de 2002, et le domaine, c'est domaine d'Arduy. A-R-D-H-U-Y. Voilà. Et ensuite, nous avons goûté un autre vin, on va dire, un peu mythique aujourd'hui. Ce n'est pas le genre de vin que vous allez déguster tous les 4 matins. J'entends par là le domaine d'Auvenay. Les vins sont très rares, très difficiles à trouver. Là, c'était un Meursault Lénarvaud de 1988. Une très belle bouteille, en tout cas en termes d'étiquette. Cela dit, en bouche, ce n'était pas au niveau de ce qu'on attendait. Moi, il m'est arrivé déjà de goûter un Meursault Lénarvaud d'Auvenay qui était pour moi un des plus grands vins blancs, vin vraiment exceptionnel. Là, le vin était très légèrement oxydé, ça gâchait le plaisir. Nous n'avons pas pris de notes, c'était hors des 17 crus rouges. Et Martial nous a servi à l'aveugle, tout à l'aveugle en fait, comme ça on n'est pas influencé par l'étiquette. Un autre 98, qui est un de ses vins favoris, le vin de Albert Griveau, du domaine Albert Griveau, qui est le Meursault, le Clos des Perrières, qui est un Meursault Perrières premier cru, à ne pas confondre avec son Meursault Perrières, parce que le Clos des Perrières est un clos qui est à l'intérieur du climat Les Perrières, qui est un monopole, qui appartient au domaine Albert Griveau. Et là, sur le même millésime 1998, rien à voir avec le vin d'Auvenay. Là, il n'y avait aucune touche d'oxydation. Au contraire, c'était un vin très équilibré, pur, bien charpenté, bien Meursault au sens très fortement aromatique, légèrement beurré, brioché, mais avec des arômes d'amande. C'était une merveille. Et là-dessus, donc, nous sommes passés à table avec des gougères, paraît-il du meilleur endroit de gougères à Dijon. Effectivement, je vous confirme que les gougères étaient absolument magnifiques. Et puis des pâtés en croûte que nous sommes répartis entre des pâtés en croûte de porc et des pâtés en croûte de saumon pour pouvoir appareiller avec les vins blancs et les vins rouges. Et là-dessus, nous avons terminé la soirée. Un petit verre de chartreuse pour clôturer, c'est toujours agréable, avec le dessert. Et puis, nous sommes finalement regardés comme ça. On était sur les 13 personnes, on devait être 4-5 qui étaient restés, à prolonger la soirée en discussion pour se rendre compte que 2026, ce 32e anniversaire était un grand cru. Un grand cru, pourquoi? Parce que, bon, même s'il y avait des contrastes entre les différentes bouteilles, mais ça, on ne peut pas assurer une homogénéité de splendeur sur tout un éventail de vins qui soit d'ailleurs, quand vous comptez, avec 21 vins, sans compter que Martial nous a aussi ouvert une bouteille de champagne entre les rouges et les blancs, histoire de se rincer la bouche avec une très très belle cuvée, millésimée 2013. Mais bon, cela dit, nous sommes dit quand même c'était un très grand cru, parce que nous avons eu
plusieurs coups de foudre. Moi, je sors de cette soirée, d'abord par l'ambiance qu'il y avait, de convivialité, de toute le côté amical et je dirais presque relax et convivial, le climat qu'instaure Martial dans ses dégustations. Nous étions tous, je dirais, bien lunés, bien heureux, contents d'être là. Moi, c'était pour moi une soirée où j'étais heureux pendant tout le long. Je ne sais pas dire pourquoi, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le fait qu'il y ait des grands crus, ça aurait pu être une petite dégustation, mais il y avait, comme vous pouvez des fois le sentir, dans des rencontres, il y avait un bon feeling, comme disent les anglo-saxons, il y avait un bon climat qui s'est instauré, et puis Martial y est quand même pour beaucoup, et puis certaines personnes qui sont intervenues, et ça apporte ce liant d'humanité qui fait le plaisir de ces rencontres. Ce n'est pas que seulement déguster du vin, bien entendu, c'était un peu plus que ça. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer un Écossais qui vit entre Dijon et Édimbourg, qui s'appelle John. Et John, en fait, a connu le Nez de Saint-Pierre par le biais de ses vidéos, s'est pointé un jour chez Martial, avec l'adresse du Nez de Saint-Pierre, parce que vous la trouvez sur Google Maps, hein, et donc a cherché le numéro dans la rue, à Dijon, a trouvé le numéro, a sonné, Martial a ouvert, il s'est présenté, et puis il a expliqué à Martial qu'en fait, il était venu parce qu'il avait vu une de ses vidéos. Alors j'espère que cette vidéo vous encouragera un jour, si vous êtes à Dijon, ou même par curiosité, même faire le voyage, comme moi je l'ai fait cette fois-ci, parce que j'ai fait l'aller-retour. J'ai passé une nuit, puis je suis rentré le lendemain. C'est quelque chose aussi qui peut se faire. C'est comme dit le guide Michelin, 3 étoiles, ça vaut le voyage, 2 étoiles, ça vaut le détour. Le détour, c'est quand vous êtes sur une route et que vous vous en écartez. 3 étoiles, c'est quand vous faites spécialement le voyage pour y aller. C'est ce que j'ai fait. Les dégustations au Nez de Saint-Pierre, ça vaut le détour. Celle-ci, en tout cas, valait largement le détour. Et voilà, quelqu'un qui abonné, qui suit la chaîne de manière assidue, que je salue, John, merci pour ta fidélité, et voilà, a pu connaître, comme moi j'ai pu connaître à une époque le Nez de Saint-Pierre, mais par un autre biais. Voilà, mais je vous raconterai un jour comment j'ai connu le Nez de Saint-Pierre. Il y aura une petite vidéo que circulera sur les réseaux sociaux, parce que une des personnes qui était présente a fait des vidéos de nombreux amis et proches de Martial pour comprendre c'est quoi le Nez de Saint-Pierre pour nous, et donc j'ai eu l'occasion d'être interviewé. Voilà, très beau moment. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens, comme je l'ai dit, le lien humain. Je retiens aussi, bien évidemment, les nombreux coups de cœur qu'il y a eu. Il y en a eu en tout et pour tout au moins 4. Sinon, on peut ajouter un 5e, si l'on veut. Et puis, surtout, plonger à Dijon dans le monde de la Bourgogne et déguster des Bordeaux, des grands Bordeaux. Ce que je veux en conclure aussi, c'est que ce jour-là, les Bordeaux, pas tous, étaient un peu moins que les Bourgognes. C'est pas que les Bordeaux sont moins beaux que les Bourgognes, c'est pas que les Bourguignons aiment moins les Bordelais. Moi, je suis pas Bourguignon, je bois du Bordeaux et je bois du Bourgogne. C'était un concours de circonstances qui fait que certains vins ont été mieux présentés, je dis plus mieux présentés, en tout cas les bouteilles étaient à point, d'autres étaient soit trop jeunes, soit peut-être avaient attendu trop longtemps, parfois on ne sait pas exactement comment elles sont vieillies. Mais toujours est-il que de toute façon, il y avait toujours quelque chose d'intéressant, quelle que soit la bouteille, même dans le Lato 92 que je qualifierais comme étant le moins bon des vins que nous avons goûté ce jour-là, il y avait quand même toujours évidemment quelque chose. On parle de vin qu'on a quand même du plaisir à boire, et je vous parie que ce Lato 92, vous le mettez avec un bon repas et les gens vont se régaler. Voilà, comme quoi il y a toute une échelle d'excellence qui peut monter très haut quand on est dans le monde de l'exceptionnel, comme c'est arrivé avec quelques flacons. En tout cas, c'est avec plaisir que j'ai voulu rendre compte de ce moment pour le partager avec vous, et je vous dis à très bientôt. Oui. Nous avons goûté des vins différents. Il y avait un petit peu de tout, des petits vins que je tenais à vous faire découvrir, comme par exemple le Mercuré Clos des Fourneaux. Ça c'est une bonne surprise. Parce que c'est un vin dont je suis extrêmement fier d'avoir découvert ça. Et le Château La Mariotte aussi. Ah, Et parce que c'est un peu l'esprit du Nez de Saint-Pierre, normalement, c'est de faire découvrir ce type de vin. Voilà, moi j'ai créé le Nez de Saint-Pierre pour ce genre de vin. Alors j'ai vendu dans ma vie des vins spéculatifs, Rousseau, Romanée-Conti, tout ce qu'on veut.
Mais c'est pas ça qui me fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de vous faire découvrir des vins comme le Clos des Fourneaux ou la Mariotte, où il y a l'unanimité, vous dites que c'est vraiment extraordinaire, et c'est des vins qui restent totalement abordables.